Après une décennie d'attente, la France s'apprête à inaugurer les Jeux Olympiques de Paris ce vendredi. Près de 300 000 spectateurs sont attendus. Kamala Harris fait part à Netanyahou de sa vive inquiétude concernant la situation humanitaire à Gaza. L'Union européenne perd de sa crédibilité internationale à cause du conflit entre Israël et le Hamas, selon des experts. Le monde doit être à la hauteur contre l'épidémie de chaleur extrême, a déclaré le chef de l'ONU, qui appelle à prendre des mesures concrètes pour sauver des vies. Après une vague de perquisitions à travers la Belgique, la police a annoncé jeudi l'arrestation de 7 personnes. Elles sont soupçonnées de participer aux activités d'un groupe terroriste et d'avoir voulu préparer un attentat. Un porte-parole du parquet fédéral belge a pour l'heure exclu tout lien avec les Jeux Olympiques qui s'ouvrent ce vendredi à Paris. Pour l'occasion, environ 1800 policiers venus de 44 pays dont la Belgique participent à une mission pour sécuriser l'événement qui a attiré des milliers de touristes. Les agents ont été remerciés par le ministre de l'Intérieur avant la cérémonie d'ouverture. Trois ans après l'annonce officielle, le grand jour approche enfin. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris aura lieu ce vendredi à partir de 19h30. Pour la première fois dans l'histoire, la cérémonie n'aura pas lieu dans un stade, mais au bord de la Seine, devant plus de 300 000 spectateurs. Près de 10 000 athlètes issus de 206 délégations défileront à bord de bateaux pour un spectacle de 4 heures, une organisation minutieuse qui a nécessité plus de 3 ans de préparation. Quelle que soit la météo ou le débit de la Seine vendredi soir, les organisateurs affirment qu'ils sont prêts à tous les scénarios. La parade et la cérémonie vont très bien se passer, il n'y a aucun sujet là-dessus. Si le débit montait d'un tout petit peu, aucun problème là non plus, on adaptera juste la vitesse. On passerait par exemple de 9 km/h à 10 km/h, voilà, mais aucun problème là-dessus. Une prouesse impressionnante menée par l'acteur et réalisateur Thomas Joly. Celui-ci a travaillé main dans la main avec plusieurs dramaturges, chorégraphes et historiens pour imaginer un grand spectacle mettant en valeur l'histoire, l'art et la culture de la France avec 12 tableaux géants qui seront exposés. Ce qui nous a inspiré évidemment pour écrire, c'est évidemment la France, évidemment le grand catalogue de la France, que ce soit dans son patrimoine, que ce soit aussi dans sa culture qui est riche depuis des siècles. Et Paris et ce parcours qui aussi borde des monuments parisiens qui sont riches de culture et d'histoire. Le Louvre, pour en citer un seul qui est connu dans le monde entier, le plus visité des musées du monde. Donc voilà, ça a été ça notre source d'inspiration. Le déroulement du spectacle a été gardé secret, mais quelques grands moments ont été mentionnés, comme de possibles performances de Céline Dion ou d'Aya Nakamura. En raison de la menace terroriste, près de 45 000 forces de l'ordre vont être déployées. Des quartiers entiers ont été bouclés depuis une semaine. Sofia Katsenkova depuis Paris pour Euronews. Les sports féminins ont occupé le devant de la scène jeudi aux Jeux Olympiques de Paris avec les premiers matchs de football et de handball. En foot, la France s'est difficilement imposée 3-2 face à la Colombie, alors qu'elle menait 3-0 à la mi-temps. L'Espagne, championne du monde en titre, a elle battu le Japon 2-1. Dans les autres matchs, le Canada, médaillé d'or lors des Jeux de Tokyo, s'est imposé face à la Nouvelle-Zélande 2-1. Victoire également de l'Allemagne contre l'Australie, des États-Unis face à la Zambie et du Brésil contre le Nigeria. En handball, les Bleus, championnes olympiques en titre et qui figurent parmi les favorites, ont débuté leur tournoi par une courte victoire face à la Hongrie. Enfin, en rugby à 7 masculin, les Français emmenés par Antoine Dupont ont battu l'Argentine 26-14 en quart de finale. Ils défieront samedi l'Afrique du Sud en demi. Les Fidji et l'Australie sont également qualifiés. Est-ce le signe d'un possible changement dans la politique américaine à l'égard du conflit à Gaza ?
Alors que la vice-présidente américaine Kamala Harris s'entretenait ce jeudi avec Benjamin Netanyahou, elle a estimé qu'il était temps que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas soit conclu quand Joe Biden gardait généralement la pression pour les coulisses. The images of dead children and desperate, hungry people fleeing for safety, sometimes displaced for the second, third, or fourth time. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Cette première visite de Netanyahou à la Maison-Blanche depuis 2020 intervient un jour seulement après le discours enflammé qu'il a prononcé devant le Congrès. Il y a promis une victoire totale contre le Hamas et surtout présenté les manifestants américains contre la guerre à Gaza comme des idiots utiles de l'Iran. Il a rencontré Kamala Harris, probable candidate à la présidentielle américaine, après un autre échange avec le président sortant Joe Biden plus tôt dans la journée. Le président américain a également fait pression pour qu'Israël et le Hamas signent un accord de cessez-le-feu. Il espère le voir aboutir avant de quitter ses fonctions en janvier. Les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que les négociations qui font du surplace depuis des semaines pourraient trouver une issue. Parallèlement à ces entrevues, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la situation à Gaza de désastre total. We are in a situation of total lawlessness, a situation where the law and order has completely disappeared. Nobody is in charge of security anywhere in the area of Gaza. So we see convoys looted at any moment. Depuis le début de la guerre contre le Hamas en octobre 2023, plus de 39 000 Palestiniens ont été tués à Gaza et le nombre de morts côté israélien s'élève à 1200. Des dizaines d'otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas après avoir été capturés le 7 octobre. L'Union européenne perd sa crédibilité à propos de Gaza. C'est ce qu'affirment plusieurs experts politiques et juridiques qui rappellent que les 27 ne sont pas parvenus à s'entendre sur des sanctions à l'encontre d'Israël. Alors que l'État hébreu continue de frapper l'enclave palestinienne et que le nombre de morts, en particulier les enfants, ne cesse d'augmenter, l'Union est accusée d'être sélective dans sa défense du droit international. Israël a lancé son offensive en octobre après une attaque terroriste du Hamas qui a tué 1200 Israéliens et pris en otage 250 personnes. Les autorités israéliennes font maintenant l'objet d'une enquête pour génocide, extermination et famine de civils. I think on Gaza, the EU has scored a very transparent and dramatic fail in terms of being able to assert that it has been the upholder of international law, of the rule of law, that there is any semblance even of consistency in its position. And I think it has lost a lot of ground in the global majority, global south. We remember during the first year of the Ukraine war that there was a lot of talk about, why isn't the rest of the world more with us? How do we get that global floating vote? I don't think anyone even thinks in those terms anymore because the approach towards Gaza, led by President Ursula von der Leyen, has made that claim impossible. Selon un avis de la Cour internationale de justice, l'occupation par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est est illégale. L'État hébreu devrait évacuer ses colons et payer des réparations aux Palestiniens. Have to be true to ourselves, to our own principles. We say all the time the rule of law, international law, humanitarian law, protection of human rights. These principles are universal and they apply to the South China Sea as well as to Ukraine and to the Middle East. You cannot have a selective understanding of what are the rulings or the opinions of the International Court. EU foreign policy requires unanimous decision-making, so even if a majority of EU member states wanted to apply sanctions against Israel for alleged breaches of international law, it would require all countries to support it. The EU therefore has limited influence when it comes to the Middle East. However, there is a consensus on the need for a two-state solution for a lasting peace and a ceasefire in Gaza. Shona Murray, Euronews, Brussels.
Depuis quelques semaines, une partie de la planète fait face à des chaleurs extrêmes et pour cause. Les 21, 22 et 23 juillet 2024 ont été les 3 journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, selon le réseau européen Copernicus. Face à une Terre qui devient de plus en plus chaude, le chef de l'ONU appelle à une action mondiale. Antonio Guterres plaide pour des mesures concrètes pour sauver des vies. Extreme temperatures are no longer a one day, one week or one month phenomenon. If there is one thing that unites our divided world, is that we are all increasingly feeling the heat. Face au réchauffement climatique, les actions citoyennes se multiplient, comme ce rassemblement de militants pour le climat à Dubaï fin 2023, en marge de la COP28. Lors de ce sommet, les pays du monde entier ont approuvé un texte appelant à une transition vers l'abandon des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz. The G20 must shift fossil fuel subsidies to renewables and to the support of vulnerable countries and communities. And national climate action plans must show how each country will contribute to the global goals agreed at COP28. En un an, le seuil des 50 degrés a été dépassé au moins dans 10 lieux, aux États-Unis, au Maroc, en Chine et en Inde. Cette chaleur intense a été responsable de près de 500 000 morts par an entre 2000 et 2019. Ces températures ont également un impact économique, notamment avec la baisse de la productivité des travailleurs.